Aujourd'hui, dans Histoire de se balader, nous vous proposons de mettre les voiles, de fêter les marins et de découvrir ou redécouvrir nos plus belles rencontres en mer. En compagnie du matelot Vincent Châtelain, vous allez embarquer sur un des derniers Terre-Neuva de France, le Marité. Vous visiterez le bateau dans le port de Granville. Ils étaient à peu près entre 20 et 25 marins à travailler sur le Marité. Ils partaient en fait répartis en matelots, pêcheurs et officiers. Puis vous partirez pour une traversée jusqu'à l'archipel de Chausée. Commence à avoir des cailloux là-bas, c'est L'archipel de Chausée qui est en train de se découvrir devant nous avec un magnifique rayon de soleil. Nous vous emmènerons ensuite pour une partie de pêche à Dieppe sur le bateau d'Alban. Comment on fait pour... Est-ce qu'on remonte la ligne comme ça, Alors, tout le temps? Non, Tout non, doucement. faut dandiner, il faut faire Faut dandiner. les leurs. Ah, j'ai dandine la pêche. Avant de partir prendre une leçon de catamaran avec de jeunes matelots de Et Val-de-Reuil. vous avez déjà fait de la voile? Non. Vous avez envie d'en faire? Oui. Vous avez très envie d'en faire? Oui. Ah, voilà, ok. Histoire de se balader, on range les pare-battages, on largue les amarres et on file se mettre sous le vent. We ain't gonna fly till about 3 or 4 days. We ain't gonna fly. Pour ce premier rendez-vous, nous vous proposons de découvrir le Marité, un des plus beaux et des derniers Terre-Neuva français. L'occasion de retrouver Vincent en compagnie du capitaine Mathieu pour une visite à quai du fameux 3-mâts fin comme un oiseau. ICO. Bonjour Mathieu. Ça c'est du bateau, monsieur Mathieu. Bienvenue à bord, Vincent. Merci. C'est une belle bête quand même. Hein. Ah, c'est le plus beau. C'est le plus beau? Pour toi, oui, c'est le plus tout beau à fait, bateau? ouais. En toute objectivité, bien sûr. Alors, pour connaître l'histoire un peu de ce bateau, il date de quelle époque? 1923, le Marité est né en 1923 à Fécamp. D'accord. C'est un des tout derniers Terre-Neuva français qui partait à la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve. Ah d'accord, donc ça veut dire qu'il traversait tout l'Atlantique Exactement. et il allait pêcher dans un froid glacial Exactement. Donc, à il Terre-Neuve pour ramener... partait effectivement de Granville, voire de Fécamp, Saint-Malo, mais surtout effectivement Granville, ancien port de Terre-Neuva. Et il partait à l'époque de Carnaval, puisque le Carnaval était la grande fête de départ des Terre-Neuva pour les bancs de Terre-Neuve. Il partait combien de temps en voyage? La durée du voyage, en fait, c'était à peu près 1 mois de traversée. Sur place, il restait entre 5 à 6 mois, le temps de remplir les cales. On ne partait pas tant que les cales n'étaient pas pleines. Donc ça veut dire qu'il y avait des familles qui se retrouvaient sans le père de famille quand Pendant 8 mois à peu près. Pendant 8 Exactement, mois, donc tout c'est une à vie fait. quand même très difficile à Très l'époque. très très difficile, un métier très très dur, oui, effectivement. Ils partaient en fait répartis en matelots, pêcheurs et officiers. Sachant que pendant la traversée, tout le monde était marin, il n'y avait pas de distinction. Après, arrivé sur les bancs de Terre-Neuve, le bateau s'arrêtait. D'accord, il se mettait sur ancre et là on partait à la pêche tous les jours à bord de Doris. Donc les Doris, ce sont des petites barques en bois et tous les jours on partait mouiller en fait des lignes de 2000 hameçons. Tous les matins on partait les relever avec des appâts. Les appâts à l'époque étaient le bulot. Ah d'accord, ok. On se servait du bulot en fait pour pêcher la morue. Actuellement ça a bien changé puisque le bulot Oui, on le mange déguste maintenant. avec un petit peu de mayonnaise et un petit verre de vin blanc. Et effectivement, à l'époque, on pêchait le bulot, ça nous servait d'appât pour pêcher la morue. Et tous les jours, on allait relever nos lignes à bord des petites barques. On revenait à bord et le bateau servait en fait hôtel, restaurant pour les pêcheurs et aussi de lieu de stockage du poisson. Et le poisson était stocké en fait à l'époque dans du sel. On était Ah oui, d'accord. dessalé pour la et non, conservation. voilà, tout à fait. Est-ce qu'on peut aller voir l'intérieur du bateau? Bien sûr, avec plaisir. Ah, là on arrive pas dans la cale, c'est ça? Voilà, tout à fait, dans le lieu de stockage de la morue à l'époque où on pouvait stocker en gros à peu près 140 à 160 tonnes de poissons. Les hommes, ils vivaient où alors concrètement? Alors nous avions les officiers qui étaient complètement à l'arrière du navire D'accord. et les matelots et pêcheurs à l'avant, en fait qui dormaient à même des paillasses à l'avant du navire. Et alors quand on regarde la structure du bateau ici par exemple, est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été rajouté après ou qui a été restauré, refait ou est-ce que c'est d'origine? Alors là on est sur le squelette vraiment même du navire, puisque le bateau est composé d'une colonne vertébrale qui est la quille et les côtes du squelette qui repartent, qu'on appelle les membrures, que l'on trouve ici, qui sont vraiment d'origine. Nous avons tout le squelette qui a à peu près 94 à 100 ans. Donc. Ensuite, derrière nous, nous avons les bordées, qui est la peau même du navire, et derrière les bordées, l'eau, la mer, et nous sommes à peu près dans l'eau là jusque-là. Ah oui, c'est ça. Donc là, je sors au-dessus, là, je suis sous l'eau. Exactement, Là, je suis en apnée. Sous l'eau, sous l'eau, sous l'eau. Ok, d'accord. Ça, c'est d'origine. Ah, c'est ça. Voilà. Parce que déjà à l'époque, Exactement. la morue.
La morue. Ah, l'air marin. Alors justement, parce que là à l'intérieur ça devait être assez difficile la vie à bord, est-ce que de faire des campagnes en mer comme ça, d'aller à Terre-Neuve pendant aussi longtemps, ça pouvait être dangereux ou pas pour les marins? Ah, c'était un métier extrêmement dangereux, extrêmement difficile, de par vraiment le vent, le froid, la fatigue, le sel. Partir tous les jours à la mer aussi, relever les lignes. Et c'est vrai que tous les bateaux ne rentraient pas forcément de Terre-Neuve déjà à la base. Et une fois que les bateaux rentraient, c'était pas forcément au complet au niveau de l'équipage, oui, effectivement. Maintenant que vous savez tout sur l'histoire et le fonctionnement du Marité, il est temps de se jeter à l'eau et de retrouver Vincent parmi l'équipage de Mathieu, motivé comme jamais, prêt à étarquer les voiles et à tirer sur la drisse de toutes ses forces. Allez, on va s'entrecaler les mains. Voilà, regarde, ça c'est de la méthode, Bruno, on est bien là. Regarde, C'est de la rigolade. allez, on va la hisser cette grande voile. Sur un bateau, on dit pas une corde, attention, on dit un bout. C'est les bouts qui servent à hisser les voiles. Normalement, sur un petit bateau, c'est voilà, c'est épais comme ça. Voilà la drisse, les drisses du Marité. Regardez cette synchronisation, on croirait un ballet. Allez, regardez. Bon, c'est plutôt dans ce mode, c'est de la danse moderne pour l'instant, quand même. Allez 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 North Central Monday morning rail. 15 cars and 15 restless riders. 3 conductors and 25 sacks on mail. Donc là, je suis super content parce que j'ai embarqué à bord du Marité. Est-ce que tu peux me rappeler l'histoire de ce bateau qui, normalement, partait très très loin à l'époque? Oui, tout à fait. C'est le tout dernier Terre-Neuve français qui partait à la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve. À quelle époque? 1923 à 1930 à peu près, au niveau des pêches à la morue. Ensuite, très rapidement, le bateau n'était plus assez compétitif pour faire la pêche, donc il a été vite mis à la retraite et passé en transport de marchandises. Arrive la Seconde Guerre mondiale où le bateau est réquisitionné en Angleterre pour le transport de troupes militaires. Après, il repart à la grande pêche en mer du Nord. Et dans les années 78-80, il est repéré par une bande de copains suédois qui tombent complètement amoureux de la coque du navire, décident de le retaper entièrement et vont voguer sur les mers du globe pendant une vingtaine d'années. Et c'est dans les années 2000 qu'ils mettent le bateau en vente et qu'il est repéré par Gérard d'Aboville. Oui. Et arrive la fameuse tournée Thalassa avec Georges Pernou à la barre du navire. Voilà, tu me parles, mais il y a tellement de vent que je t'entends quasiment plus. J'ai l'impression qu'il y a un grain qui arrive, il commence à pleuvoir. Exactement. Un bateau comme ça peut résister à une grosse tempête ou pas? Tout à fait, une très grosse tempête même, puisque ce sont des bateaux très costauds qui traversaient l'Atlantique Nord. Le bateau a quasiment 100 ans, c'est un arrière-grand-père en pleine forme, il n'y a aucun souci. Et effectivement, je te confirme, on va avoir un très gros grain. Ah, tu donnes des grands coups de barre quand même, hein? Ouais, t'es obligé de donner des grands coups de barre en fait, parce que le bateau est gros. Et donc du coup, pour vraiment lui donner tout de suite une impulsion. Et alors avec cette voilure, on va à quelle vitesse sur un bateau comme ça? Sa vitesse de moyenne est entre 7 à 8 nœuds, ce qui correspond à peu près à une quinzaine de km/h. Et on arrive à le pousser un peu entre 10 et 13 nœuds. Il faut savoir que c'était pas vraiment en fait des bateaux qui étaient là pour faire des pointes de vitesse, mais plutôt des longs courriers pour tenir des belles moyennes sur une traversée de l'Atlantique. Et alors on commence à avoir des cailloux là-bas, c'est? L'archipel de Chausey Ah oui. qui est en train de se découvrir devant nous avec un magnifique rayon de soleil. Bon Louis, alors déjà, moi je trouve que pour un marin, c'est hyper important d'avoir les cheveux dans le vent. Ouais, Quand les autres marins ne savent pas d'où vient le vent, ils te regardent en fait. exactement. Et tu sers à autre chose sinon sur le bateau? Pas vraiment. Pas vraiment. Toi, ton poste, c'est marin. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un marin sur un bateau comme le Marité? C'est un poste qui est polyvalent. Principal, ça va être surtout la participation aux manœuvres, départ du bateau, départ à quai, arrivée, là par exemple dans l'archipel de Chausey, on va devoir se mettre au mouillage, envoyer l'ancre. Entre les deux, envoyer les voiles,
Nous, on fait beaucoup participer les gens qui viennent naviguer avec nous. Ah mais donc il y a beaucoup de travail sur un bateau comme ça. Ça n'arrête pas. Si on ferme les yeux, on arrive à imaginer comment ça pouvait se passer la vie à bord. Est-ce que toi tu te remets dans cet état d'esprit ou pas? Pour nous, oui, parce que nous, en tant que marins, on se renseigne beaucoup sur la vie du bateau, on vit dessus, donc on s'en rend compte. Quand on sort juste une journée dessus, c'est pas forcément évident. Nous, on essaye d'expliquer vraiment au maximum aux gens comment ça fonctionnait pour qu'ils s'en rendent compte au mieux. Il y a des manœuvres particulières qui toi te font triper vraiment? Moi, ce que j'aime, c'est grimper là-haut. C'est ce qui me plaît. Ah ah, grimper là-haut. Ouais. Ah ouais, j'aime bien grimper moi aussi. Bah, tu vas pouvoir y aller. Ah, tout à l'heure, on va aller faire un tour alors. Okay. C'est assez intéressant. Pour le fait de monter, et une fois qu'on est en haut, la vue qu'on a est assez plaisante. Have you ever had the fever from a bittersweet refrain? Have you ever kissed the sunshine? Walk between the rain? Well, just climb up on my music. And my songs will Ah, l'arrivée à Chauzet, elle est exceptionnelle quand même. Elle est magnifique, même cette arrivée sous le soleil. Incroyable. Et là, donc, on traverse vraiment l'archipel. On est au centre même de l'archipel. On arrive à un endroit qui s'appelle la plaine de Rétin, du nom du caillou, les Carniquets, qui se trouve juste là à côté. Et on vient de rentrer par une passe qui va se fermer avec la marée descendante. Ah d'accord, donc là on peut plus ressortir après. On va être obligé d'attendre que la marée remonte pour ressortir d'ici, tout à On fait. est piégé. Voilà, Exactement. à Chauzet. Piégé Nous voilà à Chauzet. piégés au milieu de l'archipel de Chauzet. C'est quand même ballot. Alors je découvre Chauzet et alors moi j'imaginais plutôt une grande île centrale et des tout petits cailloux à côté, mais en fait il y en a beaucoup et c'est des cailloux qui sont relativement grands quand même. On se conseille à combien d'îles ici ou pas? Alors en fait l'archipel fait 10 km de long sur 6 de large, hein, donc Ouais, d'accord. c'est vraiment assez grand, ça s'étend vraiment d'est en ouest. On a une île principale qui est vraiment la grande île sur laquelle on a des habitations, et après des centaines et des centaines de cailloux en fonction de l'heure de la marée. Puisqu'en marée haute, on va dire qu'il y a 52 îlots, mais lorsque la marée descend, ce sont des bancs de sable, des îlots, des cailloux qui découvrent à marée basse, et là c'est impossible de les compter vraiment. En navigation, ça doit être très compliqué d'arriver ici, non? Très complexe, tout à fait. C'est vraiment en fait une navigation qui se fait à vue, avec l'expérience. On rentre dans les chenaux avec des relèvements, des alignements. C'est vraiment l'expérience qui fait la navigation à l'archipel de Chauzet. Si par exemple il y a du brouillard, est-ce que tu peux naviguer à Chauzet ou pas? Non, on ne s'aventure pas dans l'archipel comme ça de nuit ou dans le brouillard. Et alors la couleur de l'eau, elle est étonnante ici en fait. On est pourtant en Normandie, et on a l'impression d'arriver à Curaçao ou alors au Belize. Je te remercie. Merci Vincent et bonjour Alban. À très bientôt. Ciao. Sail away. We will cross the mighty ocean into Charleston Bay. Sail away. Sail away. We will cross the mighty ocean into Charleston Bay. In America, every man is free to take care of his home and his family. He'd be as happy as a monkey in a monkey tree. We're all gonna be an American. Said Les aventures maritimes de Vincent Châtelain continuent sur le bateau d'Alban pour une partie de pêche haute en couleur au large de Dieppe. Une rencontre sportive et joyeuse malgré la pluie, la houle et le manque de poissons. Bon, on va faire cette partie de pêche oui, alors. tu vois, Vincent, on je vais commence prendre par 2-3 quoi, petits alors appâts pour mettre toutes les chances de notre côté. C'est quoi exactement ça? Alors ça, c'est de la rénicole. Hein, c'est des vers de sable. Ah oui? Ouais, que les pêcheurs à pied, hein, ils vont creuser le sable avec une pompe, avec une fourche et une pompe. Ils vont tirer, ils vont récolter ces petits vers-là. Ah. Avec ces petits vers-là, on les met au bout. Et puis après c'est parti. Alors dis-moi Alban, quel poisson on peut pêcher ici? Bah ici, alors tout dépend de la saison. Hein, là, nous sommes en hiver, donc en hiver, c'est plus les merlans, hein, les poissons d'eau froide. Merlans, cabillaud. On a des poissons plats aussi, hein, des carlets, turbos. Ah j'aime bien le turbo. Ah oui, oui. T'es pas trop difficile, ça. Et alors, Et après, en fin de saison, hein, il va y avoir le hareng. Le hareng qui est un petit peu le fief. le fameux hareng. Le fameux hareng. Et il va venir pondre ici, sur nos côtes.
C'est quoi, toi, le plus gros poisson que tu as réussi à pêcher sur ce bateau? Oh, c'est des cabillots. Des gros cabillots de quelle taille? Ils faisaient bien 8 kilos, hein. 8 Ah kilos, oui. des Ah, gros quand cabillots même. comme ça, ouais. Le fameux philosophe Aristote, il disait, il y a très très longtemps, il y a 2000 ans, il y a 3 types d'hommes. Il y a les vivants, les morts et ceux qui prennent la mer. Est-ce que quand on va en mer, on est très différent des autres ou pas? Bah, c'est-à-dire que tu te ressources. Hein. Moi, je m'en aperçois aux gens que j'emmène en mer, ils oublient tout. Hein. Ils oublient c'est ça. leur métier, tout ça, ils se vident la tête. Hein, on se voit, il y a des moments, ils sont assis, oh, ils pensent à autre chose, mais ils s'évadent. Pour l'instant, ça mord pas trop quand même. Hein. Ouais, mais on n'est pas trop dans les bonnes heures. Là, on est arrivé à l'étal. Hein, l'étal des marées, c'est entre la marée basse et la marée haute. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de courant. Ah Hein, oui. et quand il n'y a pas de courant, bah, certains poissons ne chassent pas. Ah d'accord. Voilà. Donc il faut qu'il y ait du courant pour qu'ils soient en déplacement et qu'ils C'est puissent ça, à la c'est ça. limite suivre le bateau en fait. Suivent le bateau. Hein, des fois, c'est à nous de se mettre avant un banc et bah, de suivre le banc. Hein. Dis-moi la technique, la meilleure technique pour réussir à pêcher du poisson. Moi je suis un très bon pêcheur au sens religieux, mais alors par contre pour la mer je suis pas très bon. Comment on fait pour... Est-ce qu'on remonte la ligne comme ça Alors tout le doucement. temps Non, Tout non, doucement. faut dandiner. Il faut faire Faut dandiner. les leurres. Ah j'ai dandine la pêche. Je dandine. Les hameçons, ils brillent un peu dans l'eau. Donc il faut les rendre vivants pour que les poissons disent « Oh tiens, il y a un petit truc, hop, on va y aller ». Alors j'attends. Il y a des poissons, il y en a... Ah non c'est juste les appâts. Ok d'accord. Alors on doit pêcher à quelle profondeur pour avoir du poisson? Bah là, tu as une quinzaine de mètres, hein, on n'est pas bien Ah ouais, donc je peux y aller, beaucoup alors. au large. Ouais, tu peux y aller. Hein. Hop. Alors souvent, les carlets, tout ça, bah, c'est sur le sable. Hein, Ah, il faut que ton ouais. plomb aille sur le sable. Bon pour l'instant la partie de pêche elle est sportive hein, Ouais. mais il n'y a pas de poisson. Mais après, ce que je dis à mes clients, ce qui est bon dans le poisson, c'est les pommes de terre à la crème. Ah oui j'aime bien En aussi. tant que Ouais. bon normand. Allez, allez. Non, je sens le poids du plomb, mais je sens pas le poids du poisson pour l'instant. Hein. Quel spot on peut leur conseiller? Il faut venir à combien de kilomètres de la côte? Bah, tout dépend de la saison. Hein, si c'est plus l'été, c'est plus au beurre. Mais là, l'hiver, il faut aller un peu plus au large quand même. Hein. Bon, il y a la tempête qui se lève là. Ah ouais, là. c'est Waouh! On va les avoir ces poissons, moi je vous le dis. On est un peu bredouille là quand même aujourd'hui. Hein. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the star, it's near beyond the moon. I know. Pour clore cette série de balades en mer, Vincent vous propose de rejoindre Pierre et ses jeunes élèves pour une première leçon de catamaran sur la base de loisirs de l'Héripose, au Val-de-Reuil. L'occasion de constater que même quand le vent manque, nos petits moussaillons restent motivés. Alors, on va sortir là ce matin. Il va falloir bien régler la voile parce que vous avez vu au niveau des conditions météo, il n'y a pas beaucoup de vent là actuellement. Donc ça veut dire qu'il va falloir relâcher un petit peu plus la voile pour faire avancer le bateau. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour Pierre. Enchanté. allez Bonjour bien les enfants. Ça va? Oui. Oh, tous en même temps, j'adore. Et vous avez déjà fait de la voile? Non. Non. Vous avez envie d'en faire? Oui. Vous avez très envie d'en faire? Oui. Ah, voilà, ok. Qu'est-ce qui les intéresse, les enfants de cet âge-là, en faisant du bateau comme ça? C'est la technique, c'est la découverte du lac, de l'élément liquide Ouais, c'est surtout l'élément liquide qui les intéresse et surtout la vitesse. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit peu de vent, le bateau prend facilement de la vitesse. Bon, on est sur une base de loisirs, on commence les loisirs alors? Vous êtes d'accord? Oui. Ok, allez. On est parti. Et je vois que tu as, bah oui, forcément. Oui, je t'ai prévu ton petit gilet pour toi quand même. Oui, ton petit gilet de sauvetage, on ne sait jamais si on tombe à l'eau. Attention, on se fait pas tomber, hein. On essaye. Allez, on va faire de la voile? Oui. Allez, on y va. Voici vos navires.
C'est quoi l'ambiance ici dans cette base de loisirs? L'ambiance, c'est le fait de se réunir autour du lac en fait et de pouvoir faire éventuellement soit un barbecue ou soit des activités qu'il y a autour, comme le kayak, comme du téléski, parce qu'on a un téléski aussi de l'autre côté. On peut faire du bateau électrique aussi. Ah ouais, d'accord. On a une vague à surf. D'accord. On peut passer sa journée ici en fait. Tout à fait. Alors Vincent, je vais te demander juste de changer le foc. Hop, hop. Alors, hop. Et là, on va essayer de se rapprocher pour pouvoir faire avancer le bateau. On va relâcher un petit peu la voile. La population ici, elle est quand même très jeune à Val-de-Reuil, non? Oui, on a tout type d'enfants en fait. Et donc c'est des quartiers avec beaucoup de mixité sociale, j'imagine, des origines très différentes. Oui. Est-ce qu'on se retrouve particulièrement dans la voile? Est-ce que la voile, ça réunit tout le monde? Ah oui, parce qu'en fait, ils sont un équipage dans un bateau, donc il faut s'aider entre nous. Et justement, la voile permet justement à ça, c'est-à-dire que ce qui est bien sur les catamarans, c'est que si le nombre de personnes qu'il y a sur le bateau n'agit pas comme il faut, et ben justement, le bateau ne peut pas fonctionner. Et si on s'y mettait un peu? Eh ben oui, je vais vous laisser piloter le bateau et gérer un petit peu le bateau, les enfants. Si vous relâchez la voile, vas-y, relâche bien comme il faut la voile. Du coup, le bateau, il ralentit. Vas-y, relâche un petit peu, Bon alors, qu'est-ce que vous pensez du bateau, Talia? Toi, t'en penses quoi? Moi, je trouve que c'est bien. Ça a la détente, c'est zen, c'est calme. J'imagine qu'il y a des enfants qui doivent être aussi parfois pas toujours faciles. Oui, mais après, une fois qu'on les a bien canalisés, ce que je veux dire, c'est que la séance se passe très bien, quoi. Et alors, du coup, le rapport que tu as avec les enfants, est-ce que c'est justement des rapports assez forts, j'imagine? Des fois, oui, j'ai certaines écoles qui restent à la semaine, en fait, et le vendredi, j'ai beaucoup de mal à les quitter, quoi. C'est vrai? Et eux aussi, parce qu'ils me le font savoir, quoi, en fait. Ouais. Soit avec les expressions du visage, et puis... Et pour toi, c'est une vraie récompense directe, ça, non? Ah, moi, c'est une grande récompense. Oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux. Tu es le plus beau des bateaux. C'est sur ce chant de marin typique du XXe siècle que nous terminons cette émission consacrée aux bateaux et aux marins normands. En espérant que nous vous aurons donné envie de prendre le large. Bon vent à vous et à bientôt pour de nouvelles aventures d'Histoire de se balader. Tu veux suivre, vas-y, prends ton temps. Sifflant comme une alouette, je vole. Allez, larguez les amarres. Ça bouge pas en fait. Non, ça bouge pas. Moi je suis à quai, ça bouge pas. J'entends des rythmes sauvages. Les algues dansent autour de moi. Hop là, oh mon bateau. Tu es le plus beau des bateaux. Et tu me guides sur les flots. Allez, Merci. Tout à l'heure. Si je reviens, on y arrivera, on pêche. Je suis sûr que je serai pas un chat noir, on pêchera du poisson. Nu sous le ciel étoilé, les voiles gonflées de bonheur, les poissons chantent en chœur, les crevettes. 1, 2, 3, oh 1, 2, 3, oh 1, 2, 3, oh 1, 2, 3, oh. Voilà, tu me parles, mais il y a tellement de vent que je t'entends quasiment plus. J'ai l'impression qu'il y a un grain qui arrive, il commence à pleuvoir. Effectivement, je te confirme, on va avoir un très gros grain. Il y a des poissons, il y en a... Ah non, c'est juste les appâts. Ok, d'accord.